premier dossier de cette grande famille sur les défis qu'on se lance à soi-même et puis qui stimulent une vie, qui font peut-être aussi qu'on organise tout un pan de son existence à partir de ce défi-là. 3 témoignages, l'un sur les déserts, l'autre sur la mer et l'autre sur les sports mécaniques. Philippe Prey, vous êtes ethnologue, vous habitez Strasbourg, dans le Bas-Rhin, enfin vous habitez Strasbourg quand vous êtes là, et c'est pas souvent, puisque vous êtes quand même très souvent dans le désert. Ah oui, ça fait environ 15 ans ou 17 ans maintenant que je passe moins de 6 mois par an chez moi. Et le reste du temps, c'est dans les déserts. C'est dans les déserts. Ça vous a pris comment? Ouais, ça m'a pris tout à fait par hasard. Si, c'est une maladie. Ouais, la maladie a commencé donc à 15 ans et demi. J'ai fait une fugue. Évidemment, c'est pas très bien de faire une fugue, mais ça a été le début d'une carrière en fait pour moi. J'ai fait une fugue au Kurdistan, je suis parti tout seul en stop et je suis rentré 3-4 mois plus tard. Ça, c'était le début. Et quand on commence comme ça, on a du mal à... Sans vouloir rentrer trop dans votre vie privée, bon, une fugue, c'est une chose, mais quand on a 15 ans, entre décider de faire une fugue et la faire au Kurdistan, il y a un monde quand même. Oui, mais c'est la curiosité, je crois, qui pousse en avant. On a envie d'aller voir. Donc on y va, et puis on essaie de comprendre comment ça marche, comprendre comment les gens vivent, et puis c'est très riche, c'est épanouissant de faire ça. Ça a duré combien de temps, cette fugue dans le Kurdistan? Ça a duré un peu plus de 3 mois. Et vous êtes revenu en bonne santé? Oui, le problème c'est qu'en plus c'était en guerre à l'époque, déjà. Et puis je suis rentré, oui, évidemment, mes parents ne savaient pas très bien où j'étais. Vous ne les aviez pas du tout J'ai laissé prévenus? un petit mot sur la table de la cuisine, voilà, je pars au Kurdistan. D'accord, sympa, le matin. Et puis, après, ils étaient très contents de me voir revenir. Et puis, depuis, il n'y a plus jamais eu aucun problème. Mes parents, ma copine, tous me laissent partir tout à fait simplement. Et en flippant, bien sûr, mais j'ai pas de problème de cet ordre. Donc, globalement, vos années se divisant il y a les moments où vous êtes à Strasbourg, et à mon avis, à ce moment-là, vous préparez votre départ et votre expédition. Ouais, c'est de quand on revient, évidemment, on est très content de rentrer. Hein. Ça dure environ 15 jours. Et puis après, bon, on se réhabitue à une vie citadine, et au bout de 2, 3, 4 mois, ça devient dur de rester même. Parce qu'on a envie de repartir. C'est ça qui vous... Enfin, c'est le fait de ne pas être très à l'aise dans la ville ici, ou c'est vraiment la curiosité? Non, moi je suis très à l'aise en France. Mais j'aime aussi beaucoup avoir la curiosité d'aller voir ailleurs. Parce que nous, on a un système de vie ici qui est ce qu'il est, bon, avec un système de course à l'argent, etc., etc. Et il y a d'autres endroits du monde où les gens ne fonctionnent pas de la même façon, où les gens vivent avec d'autres valeurs. Par exemple, au Sahara, au Kalahari, dans tous ces déserts, les gens vivent de manière tout à fait différente de la nôtre. Donc il faut aller voir, il faut essayer d'apprendre à connaître comment eux ils vivent là-bas. Une fois qu'on l'a bien compris, après quelques mois, on peut éventuellement penser à traverser leur territoire, leur pays, leur désert. Donc il y a déjà une approche ethnologique. Pour vous, c'est pas du tout seulement un exploit sportif ou un défi physique, c'est d'abord la curiosité sur d'autres systèmes de valeurs que les nôtres. Tout à fait, parce que si on n'a pas compris comment les gens font pour vivre chez eux, eh ben, je crois qu'on n'a pas compris grand-chose. Et moi, disons, je ne me fixe pas de défi pour le défi, mais je me fixe un défi avec leurs valeurs, avec la façon dont ils vivent là-bas, traverser leur désert. C'est une suite. Qu'est-ce que c'est qu'un ethnologue? Un ethnologue, c'est quelqu'un qui va voir d'autres populations, qui essaye de comprendre comment elles vivent, et puis après, il en rend compte. Et même si ce n'est pas l'aspect exploit qui prime, l'expérience la plus difficile, ou physiquement quand même ou moralement la plus difficile que vous ayez faite? C'était le Sahara. C'était d'avoir traversé, pour la première fois, puisque personne ne l'avait jamais fait, d'avoir traversé le plus grand désert du monde. Le plus grand désert du monde, qui est donc le Sahara, intégralement de la mer Rouge à l'Atlantique. Ça, c'était en 90-91. C'est non seulement le plus grand des déserts. À titre de comparaison, le maximum que quelqu'un ait fait seul en chameau, c'était 300-400 km. Moi, j'en ai fait 9000. Donc, personne n'était capable de vous dire si c'était faisable de le faire. Et ça a été fait. Après, il y a eu d'autres déserts. Chaque désert est très différent l'un de l'autre. Par exemple, le désert du Kalahari qui a suivi, c'est un désert complètement différent où il n'y a pas de chameaux. Donc les gens vivent là-bas uniquement de cueillette et de chasse. Alors comment vivre dans un désert uniquement de cueillette et de chasse, c'est pas facile, donc il faut l'apprendre.
la prendre avec les petits bushman, qui sont les gens qui peuplent ce désert, donc des pygmées de sable, on peut dire, qui vivent là uniquement en cueillant les baies, les racines et en chassant des animaux. Donc il faut l'apprendre ça, et une fois qu'on l'a appris, on peut traverser leur désert. Et ce désert, j'ai traversé avec un bushman justement, parce que je ne me sentais pas capable de le faire seul. Je ne connais pas aussi bien que les techniques de chasse qui sont vraiment incroyables. Parce que vous partez avec du matériel très très léger et la subsistance se fait en rapport avec ce que vous avez appris justement des peuples... On ne peut rien emmener dans les déserts, c'est ça le problème. C'est qu'on peut à peine emmener son eau. Et donc il faut vivre du désert. Eux, par exemple, pour l'eau, ils ont une technique vraiment fantastique qui consiste à pomper l'humidité du sable avec une paille, ou bien lorsqu'ils ont tué un animal, ils l'éventrent tout de suite, ils prennent l'estomac, ils l'ouvrent. Dedans, il y a des herbes prédigérées, donc les antilopes ne boivent jamais, par exemple. On dirait de la cuisine. On presse ça, et ça donne un liquide qui est évidemment dégueulasse, mais qui peut se boire. Alors ça veut dire aussi que d'une expédition à l'autre, finalement, il n'y a pas vraiment d'acquis, puisqu'à chaque fois, c'est une... Il faut tout réapprendre chaque fois. Il faut chaque fois se remettre en question, tout remettre à plat, avec un nouvel apprentissage. Et puis, c'est chaque fois difficile. Vous savez, quand on fait 1 kilomètre à pied dans les dunes, ça sera toujours 1 kilomètre à pied dans les dunes. Même si ce kilomètre-là, on le fait 5 ans plus tard, il faudra chaque fois quand même se remettre en question. Et comment vous êtes au retour? Vous racontez volontiers ou vous êtes un peu taciturne? Vous avez du mal à vous réadapter? Non, parce que je pense qu'il faut un rendu de toute façon. Alors moi, ce rendu-là, je le fais par les livres. J'ai fait jusqu'à présent 2 livres qui sont sortis chez Robert Laffont. Donc il faut qu'il y ait ce rendu. Parce qu'un ethnologue qui étudie quelque chose, il va quelque part, il étudie, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas ce rendu, si on n'explique pas aux gens après comment ça se passe, il manque un pan. Vous avez le sentiment d'avoir un regard décalé sur nous quand vous revenez, c'est-à-dire sur nos modes de vie, sur nos valeurs? C'est sûr qu'on touche quelque part à un côté philosophique ou social, parce qu'on a un système de valeurs. Il faut s'imaginer que maintenant, au moment où on parle par exemple, il y a des bushman qui chassent des antilopes avec un arc et des flèches. Il y a des nomades au Sahara qui vivent avec des chameaux à 300 ou 400 km du premier point d'eau. En Inde, d'où je viens là, les gens vivent également avec des chameaux, mais encore une fois de manière différente. Donc il faut comparer tous ces systèmes, toutes ces cultures différentes, et puis c'est sûr qu'on arrive à une richesse dans la façon de voir les choses. Merci Philippe de ce témoignage. Thierry Boivin, vous êtes marié, vous êtes ingénieur informatique, vous habitez le Val-Saint-Germain dans l'Essonne, et vous avez été à 18 ans victime d'un accident de moto. Vous vivez avec une paraplégie depuis, et vous avez décidé très vite, je crois, que ça ne vous empêcherait pas de vivre, et au contraire. Voilà, oui. Au contraire, disons que, en fait, c'est un peu marche ou crève, malheureusement. Quand on a un accident comme ça, on est obligé de s'en sortir, ou alors on finit dans des centres de rééducation et en fait, on ne vit pas. Donc moi, depuis le départ, ma démarche a été de vivre normalement, comme une personne valide. Et là, je me suis aperçu que c'était pas du tout aussi simple que ça. Parce que dans un pays comme la France, où on prône les droits de l'homme et où notre drapeau bleu, blanc, rouge dit liberté, égalité, fraternité, quand on est en fauteuil, on a l'impression d'avoir une étoile jaune comme les Juifs pendant la dernière guerre, où on est carrément rejeté de la société dès qu'on veut faire quelque chose hors des sentiers battus, c'est-à-dire hors de la Fédération française handisport qui organise des sports pour handicapés. Dès qu'on veut passer à des sports qui sont pratiqués par des valides, là, on nous ferme les portes en disant « attention, au secours, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et notamment, quand je veux faire de la course automobile, on me dit « mais je suis carrément débile, quoi. » Ou alors « je suis un danger public. » Je peux être un danger pour les autres pilotes, ce qui est paradoxal parce que j'ai un permis de conduire et tous les jours, je vais au boulot avec ma voiture. Je peux faire 800 km si ça me chante, faire Paris-Marseille tous les jours. Et là, je rencontre tous les usagers de la route. Je ne suis pas plus un danger pour eux que eux pour moi. Alors que sur une piste où là tout est organisé au niveau sécurité, il y a des commissaires de piste toutes les 30 mètres qui sont là pour aider en cas d'accident. Où il faut savoir que quand vous participez à une course automobile, en l'occurrence des coupes Clio ou des choses comme ça, il y a des épreuves de qualification. Donc je veux dire, si vous n'êtes pas capable de piloter avec des temps raisonnables, ben vous faites comme le pauvre Belmondo et Gachot, vous regardez la course du bord de la piste.
Donc déjà, de toute façon, il y a une sélection qui se fait avant la course. Alors je veux dire, je ne vois pas pourquoi on nous interdirait déjà de participer à cette sélection. Hein? Nos voitures, on est capable de les conduire, je veux dire, dans des situations extrêmes. J'ai fait des stages de pilotage à Cergy-Pontoise pour justement apprendre à conduire, parce qu'on parle beaucoup de sécurité sur la route, mais il faut savoir que 95% des gens ne savent pas conduire, tout simplement parce que déjà au départ, ils ne savent pas freiner. Et ça, on vous l'apprend tout de suite dans une école de pilotage. Surtout, ne pas bloquer.